Alors, il est en tournée depuis un mois partout en France. Alors, après l'Agile Tour Marseille, l'Agile Tour Toulouse, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'agent provocateur Pablo Pernaut. Ah, c'est vrai, je fais toujours chier tout le monde avec mon banjo. Là, j'ai du monde, j'en profite, je joue un peu, ça vous dérange pas? J'ai pas souvent autant de personnes qui écoutent. Et comme je suis à la maison, je suis limite à me demander si je vais faire une session ou si je vais pas jouer 45 minutes. Parce qu'en ce moment, je joue pas. Il dit, oh putain, non, quand même pas, le mec, il est con, quoi. Bon, je crois que je vais pas faire le banjo aujourd'hui. Je le ferai tout à l'heure. Bonjour à tous. Il y en a la moitié que je connais. Bonjour les autres. Salut Alex. Alors, cette horde agile dont je voudrais parler, c'est juste, ça fait chier cette table devant, c'est juste l'état des lieux de certaines de mes réflexions. Et comme il y a beaucoup en ce moment effectivement de gens qui demandent les questions de culture, etc., bah, je pense que c'est ça qui a intéressé les organisateurs de l'Agile Tour Montpellier. Donc c'est juste l'état des lieux de mes réflexions. Et naturellement, ça commence comme d'habitude, autour d'une bière, dans un bar, avec des agilistes. Et la grande majorité des agilistes, ils parlent de code. Voilà, ils parlent de code tout le temps. Et le code, si, ouais, mais Pablo, sans le code, tu peux pas ça. Ouais, mais Pablo, le truc qui est important, c'est le code. Ok. Non, bah non, pas ok. L'agile, c'est d'abord une culture. D'accord? Le code, bon, c'est très bien, mais c'est une émanation de cette culture. Ok? Donc l'agile, c'est d'abord une culture. Et moi, je suis face à ces gars qui n'arrêtent pas de... Ou ces filles, enfin, il n'y a pas assez de filles. Ou je suis face à ces gars qui n'arrêtent pas de me parler de code tout le temps, et je leur dis, bon, attendez, qu'est-ce que je pourrais trouver pour exprimer ce que j'essaye de dire? Bon, je vais prendre ce qui est opposé au monde moderne, je vais prendre les hommes préhistoriques. Il n'y a pas de code, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de TDD, et je vais essayer de vous raconter une histoire qui montre leur culture agile, comme dans nos discussions. Ah ouais, c'est pas mal, les hommes préhistoriques, en plus tout le monde aime. Hein. Tout le monde a aimé les hommes préhistoriques, jeunes. Donc ok, je vais raconter une petite histoire de horde agile et comment ils vivent cette culture agile dans leur environnement. Et puis ça me fait penser à un autre truc. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur Quora un petit article sur les estimations, où on montre une carte routière et bon, il y a l'estimation de la carte, puis après il y a la réalité derrière. Je dis, ouais, ça c'est peut-être pas mal aussi, je vais peut-être en profiter pour parler des indicateurs. Parce que tous ces hommes préhistoriques, ils mettent leur vie en jeu et finalement, ils ont 0 indicateur chiffré. Et donc, c'est peut-être aussi un truc intéressant sur quels sont les vrais indicateurs. Est-ce qu'on avance vraiment? Qu'est-ce qui montre que l'on avance et pas des chiffres à la noix? Ok, et puis ça avance un peu. Et il y a Laurent Sarrazin qui fait des petits bouquins intéressants qui s'appellent Rupture douce et il me demande de faire une petite bafouille dessus, une page, un petit truc. Et j'en profite pour faire cette petite histoire très naïve sur, ben voilà, j'ai ma tribu de Néandertal, ma tribu de Cro-Magnon. Les Néandertals, ils ne sont pas agiles du tout, ils vont crever, les Cro-Magnons, ils sont agiles, je vais essayer de montrer comment, et puis ils vont s'en sortir. Ok, très bien. Et puis cette petite histoire, je la conclus, je ne sais pas pourquoi, je la conclus en disant, il y a un réveil qui sonne, bon, ça finit avec un mec qui est au soleil d'une tribu d'Homo sapiens, de Cro-Magnon. Et tout d'un coup, il y a un réveil qui sonne, on est 15 000 ans plus tard ou 20 000 ans plus tard, et au milieu d'un immeuble en béton, et c'est le métro, et réveil dodo, etc. Enfin bon, j'essaie de montrer un truc où on en est maintenant, et en fait, juste... Après, je vais être moins embrouillé, hein, c'est le début, c'est embrouillé. Hein. J'ai toujours 5-10 minutes de chauffe. Donc, je fais cette petite histoire, et tout d'un coup, 2-3 mois après, je me rends compte que ce truc à la fin où j'ai balancé l'homme moderne qui est super con dans son immeuble en béton avec métro, boulot, dodo, c'est un truc que j'avais lu jeune, entre 6 et 10 ans, un bouquin qui m'avait vachement marqué, salut, qui m'avait vachement marqué, et qui s'appelait « Et pourtant je suis un ours ». L'histoire d'un ours qui sort de son hibernation, il est réveillé par un chantier en fait. Au-dessus de lui, il y a un chantier qui est en train d'être fait, et il se lève, et il y a le contre qui fait « Oh, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Et ah, mais je suis un ours, ouais, c'est bon, t'es sale, t'es mal rasé, tu traces au boulot. Et il se fait embarquer dans le truc.
Et le bouquin, c'est « Pourtant, je suis un ours ». Et le prochain hiver arrive et il ne s'en sort pas. Et donc, en fait, la troisième idée, finalement, je me dis que tu pourrais montrer avec la horde agile, c'est l'aliénation. On ne fait plus du tout ce qu'est notre nature. Donc, la première idée que j'aimerais montrer, c'est une culture. La deuxième idée que j'aimerais montrer, on va en parler là, c'est penser aux vrais indicateurs, pas aux faux indicateurs. La troisième idée, c'est l'aliénation. Je vais y revenir. Donc, à force de réfléchir à ces histoires d'hommes préhistoriques, parce que moi j'adore ça, les hommes préhistoriques, je fouille, et je me rends compte en fait qu'il y a pas mal de trucs que l'on pourrait apprendre avec les hommes préhistoriques. Et je me rends compte aussi, comme tout le monde, dès qu'on regarde un peu les hommes préhistoriques, voilà, par exemple, les Australopithèques, c'est 4 millions d'années. Et nous, les sédentaires, moins 14 000 avant Jimmy Page, ben c'est juste 3%. Donc 97% de notre temps, on est des chasseurs-cueilleurs. Et à force de lire des trucs là-dessus, je me dis, mais quand même, ouais, là, ils ont ça, et ils ont beaucoup fait ça. Et ça ressemble beaucoup à ce que l'on est, à ce que l'on vit. Alors je commence à regarder ces histoires-là. Alors on pourra en citer 3-4 des histoires comme ça. Bon. Par exemple, il y a le chiffre de Dunbar. Il y en a qui connaissent le chiffre de Dunbar? Non. Le chiffre de Dunbar, c'est un sociologue, anthropo-sociologue anglais, je crois, pas américain, qui étudie donc ces fameux chasseurs-cueilleurs et aussi un peu la période sédentaire après, ces Homo sapiens. Et il se rend compte qu'il y a des chiffres très importants dans les constitutions de groupe. Il se rend compte qu'un village de la préhistoire, bon alors donc là c'est déjà des sédentaires, ça se sépare autour de 150 personnes, c'est ça le fameux chiffre de Dunbar. En fait c'est 140 à 210, mais le chiffre qu'on utilise c'est 150. Moyenne des amis chez Facebook, 158. Chiffre que veut à tout prix ne jamais dépasser Steve Jobs à l'époque où il était Macintosh, 100. Macintosh, vraiment le truc Macintosh d'il y a longtemps. Ok, intéressant. Ça reste quand même les sédentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nos 97%. Le 97%, c'est les chasseurs-cueilleurs. Donc, je continue à regarder ces trucs-là. Il a deux autres chiffres, Dunbar, qui sont confirmés par un de ses autres élèves, bon, peu importe. Il a deux autres chiffres, c'est 7 et 50. C'est quoi ces chiffres? C'est le moment où on se sent bien en groupe. C'est mon équipe. C'est mon groupe. C'est ma tribu. C'est ma horde. Et on sait tous que quand on se sent bien, on bosse mieux. D'accord? Donc ça, je pourrais dire, ben voilà, ça c'est nous. Nous, chasseurs-cueilleurs, on a l'habitude, depuis des millions et des millions d'années, de bien fonctionner à 7, à 50 et à 150. 150, c'est quoi hein 150, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est notre capacité de relation sociale. Au-delà, on n'a plus de communication, c'est dur. Au-delà, on retombe chez des inconnus, et ça ne marche plus. Donc, premier apprentissage que pourraient nous enseigner nos chasseurs-cueilleurs, ce que nous sommes en fait. Vous avez une boîte de 1000 personnes, ou plus, vous découpez en 150, vous découpez en 50, vous découpez en 7. D'accord? Attention, la courbe à 12, on ne se sent pas bien du tout. C'est rigolo, hein, 7, ça ressemble à nos équipes un peu agiles, pour ceux qui essayent de faire de l'agile ou qui font de l'agile. Je continue, deuxième apprentissage. Tiens, alors qu'est-ce que je regarde? Sur quoi je tombe? Je tombe sur le verbal overshadowing. Alors, verbal overshadowing, c'est une petite histoire de Dan Rohn, je vous enverrai, si vous voulez, ceux qui sont intéressés, les références. Alors, c'est quoi? C'est rigolo, il commence en racontant l'histoire d'une tribu, d'un clan, le clan du taureau. Bon, imaginez Lascaux. Bon, pas vraiment Lascaux, parce que l'histoire se passe en Afrique du Nord. Imaginez un gars qui dessine un taureau dans une grotte. Ok, très bien. Puis les années passent, on se retrouve avec les Égyptiens. Les Égyptiens, ben, qu'est-ce que c'est les hiéroglyphes? Finalement, c'est ces pictogrammes qu'ils utilisent. Ils comptent les taureaux qui passent sur le Nil. Et ils dessinent les taureaux. On dit alf en égyptien, le taureau. Bon, au bout d'un moment, c'est chiant de dessiner tous les taureaux qui passent sur le Nil. Hein, il y en a quand même beaucoup. Donc au bout d'un moment, ils se disent, bon, il y en a certains, je vais faire des phrases plutôt que faire du pictogramme, je vais faire des phonogrammes. Donc il y a certains hiéroglyphes qui commencent à être des phonogrammes, et il y a certains hiéroglyphes qui commencent à être des pictogrammes. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un dyslexique français pour trouver les hiéroglyphes. Ça continue. Qui est-ce qui se met à bosser avec les Égyptiens? Les Phéniciens. Les Phéniciens, ils arrivent, ils disent, c'est pas con leur truc là du son avec le dessin là. Nous, on va prendre la première lettre de notre alphabet, on va l'appeler Aleph, sur leur truc du taureau, avec leur son. Très bien, puis après il y a les Grecs, ça devient alpha, puis après vous savez qui y a, ça devient A. Donc ça c'est un peu l'histoire du taureau jusqu'à la lettre A. En fait c'est une mauvaise nouvelle pour nous, c'est là où je veux en venir.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup avec ça. Et c'est ça le verbal overshadowing. Le verbal overshadowing, ça veut dire que dès que vous mettez des mots sur des pictogrammes, vous perdez le sens. Vous avez un accident qui se passe à côté, on vous demande un témoignage, vous racontez ce qui se passe, c'est plus vraiment ce qui se passe que vous racontez. Deuxième chose, c'est qu'avec un pictogramme, votre mémoire, elle fonctionne bien mieux. On a vécu 4 millions d'années comme ça. On sait vivre comme ça. Nos patterns de notre cerveau fonctionnent comme ça. Avec un pictogramme, votre mémoire fonctionne bien mieux. Plus il y a de sens, en fait, plus votre mémoire fonctionne bien mieux au passage. Donc, je reviendrai sur un exemple après, mais sachez-le. Plus votre mémoire fonctionne mieux, plus la résolution de problèmes fonctionne mieux. On pourrait dire que c'est le deuxième enseignement de la horde agile. Le premier enseignement, c'est faites des groupes de 7, 50, 150. Le deuxième, c'est n'utilisez pas des mots, utilisez des pictogrammes, utilisez des motifs. Ça vous parle, c'est le management visuel que l'on essaye d'imposer partout, parce qu'on sait que c'est ça qui marche. On sait que c'est ça qui marche avec votre mémoire. Je ne parle pas des foutus outils électroniques, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des petits dessins sur des ordinateurs que c'est du management visuel, ça n'en est pas. Hein, tous vos outils électroniques ne marchent pas comme du management visuel vraiment au mur. Hein. Sachez-le quand même, dites-vous la vérité. Okay, votre cerveau, il ne fonctionne pas du tout pareil. Il est efficace avec du vrai management visuel, avec du vrai motif, parce que vous êtes des chasseurs-cueilleurs depuis 4 millions d'années. Et ouais, c'est ça, c'est notre nature. D'accord ? Et je dis, à chaque fois qu'on peut mettre des autres sens, ça marche mieux. Je ne l'ai jamais fait, mais vous pourrez même vous amuser à balancer du parfum, du Axe Forest, le projet va mal. Axe Océan, le projet va bien. Pourquoi pas ? En tout cas, ça marcherait vachement mieux. Sachez que ça marcherait vachement mieux. Ok, quoi d'autre ? J'ai vu un joli TED de Christopher McDougall, je crois, de mémoire, qui raconte un truc qui commence à se dire beaucoup dans la communauté des paléontologues, dont je ne fais pas partie, des anthropologues. Hein, moi, c'est juste un truc qui m'intéresse en plus. Il se pose une question intéressante, c'est, ouais, bon, alors là, on domine la planète, très bien, mais c'est quoi notre force à nous ? Parce que j'ai pas de grosses dents, j'ai pas de gros ongles, j'ai pas une carapace, je suis pas le plus rapide dans la jungle. Et on est en train de se rendre compte que ce qui nous différencie des autres, c'est notre capacité, alors lui il va dire notre capacité à suer, mais en fait, c'est notre capacité à courir très longtemps. Notre capacité peut-être à être des marathoniens dans un sens. Nous, l'antilope, on la chope parce qu'on est là derrière elle pendant 3 jours. Et au bout d'un moment, elle en a marre, elle craque et on la chope. C'est ça qui a fait, a priori, c'est ce qui est en train de sortir, c'est ça qui a fait la force de l'Homo sapiens pendant des milliers et des milliers d'années. D'accord ? Bon, lui, il nous donne un petit exemple supplémentaire. Je ne sais pas, c'est à confirmer, mais si vous faites du marathon, justement, à 19 ans, vous avez tel score, à 27, vous atteignez votre top. Il y a eu le marathon de Montpellier ou un semi-marathon il n'y a pas longtemps, donc il y en a qui doivent savoir. Et à 40, on redescend, mais je crois qu'à 60, on n'est pas loin de ces résultats à 40 ou à 19. Vous connaissez beaucoup de sports où vous n'êtes pas loin de votre résultat à 19 ans ? À mon âge, 42 ? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, me dites pas le golf ou des trucs comme ça. Vous me le direz, je sais pas. Pourquoi ? Parce que c'est notre nature. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas trop qu'on soit des marathoniens, c'est pareil. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la suite du discours de Christopher McDougall, enfin la suite de ce qui est déduit de ça. C'est pas seul qu'on chope l'antilope pendant 3 jours. Seul, on en clapse aussi. C'est en groupe. Donc ce qui est déduit sociologiquement par les paléontologues qui étudient cette période, ce qui est déduit, c'est qu'on a un groupe combinatoire endurant. Putain, ça va. Groupe combinatoire endurant qui peut durer longtemps. Ouais, ben, il y a les gars d'expérience qui savent repérer la bonne antilope, celle qui ne va pas réussir à tenir très longtemps. Okay ? Puis ça ne sert à rien qu'on tue l'antilope à 8 km du campement, hein, parce que ceux qui ont besoin des protéines, c'est les femmes et les enfants. Donc les femmes et les enfants aussi sont là avec nous et savent marcher. C'est pour ça que tout le monde est bon au marathon, en fait. En fait, tout le monde est bon en endurance. Donc dans le groupe, on a les gars qui savent bien repérer les antilopes, on a les femmes et les enfants, on a les grands costauds pour quand même achever la bête au moment où il faut achever la bête. On a les adolescents pour apprendre, pour prendre la suite. Okay, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et la chasse, c'est vraiment un moment primordial de notre évolution. Au passage, je fais une petite parenthèse que je reprendrai plus tard, même si Stéphane ne supporte pas quand je dis que tu reprendras plus tard. Au passage, la chasse, c'est un moment où toutes les hiérarchies disparaissent. Ça aussi, c'est important. D'accord ? Donc, troisième enseignement. Premier enseignement, 7, 50, 150. Si vous avez des groupes de 12, coupez-les tout de suite. Deuxième management, deuxième enseignement, visuel. Management visuel, des pictogrammes, des motifs, des patterns, pas des mots.
pas des chiffres, pas des outils électroniques à 2 balles, okay, même s'ils sont beaux et qu'ils ont coûté cher. Okay. Troisième enseignement, groupe endurant combinatoire. Moi, je pourrais continuer, il pourrait y en avoir plein. Je ne sais pas, quand on joue à 1, 2, 3 soleil, je ne sais pas creuser, mais moi j'imagine tout de suite que c'est un vieux jeu sur les prédateurs ou la chasse. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend plein de choses par le jeu. C'est comme ça que dans le règne animal, on apprend plein de choses par le jeu. C'est comme ça qu'on fait aussi chez nous. Ben, très bien, ça marche bien, c'est pour ça qu'on le fait chez nous. Chez nous, une grosse mouvance sur le jeu dans le monde agile, pas que dans le monde agile, sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le storytelling. Il y a beaucoup de choses sur le storytelling en ce moment. Sur le fait de pouvoir rentrer des choses dans l'esprit des gens. Il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire, il faut faire des histoires. Le storytelling. Ça aussi, ça revient. Imaginez bien le gars au coin du feu. Donc tout ça, tout ce que je suis en train de dire, finalement, j'ai continué à regarder ça et j'ai découvert qu'il y avait une science qui s'appelait la psychologie évolutionniste. Il y a eu un prix Nobel là-dessus au début des années 70 qui dit, ouais, l'instinct, c'est important. L'instinct, c'est pas juste ça. L'instinct, finalement, c'est l'accumulation de tout ce que notre espèce a vécu depuis 4 millions d'années. Et dans 4 millions d'années, c'est 97% des putains de chasseurs-cueilleurs, ce que nous sommes. Ok ? Donc ce qu'est en train de dire la psychologie évolutionniste, c'est que quand tout d'un coup, si tout d'un coup j'entends un bruit au fond de la salle, si vous entendez un bruit au fond de la salle, vous retournez un bruit fort, vous retournez d'un coup. Ben ouais, c'est le chasseur-cueilleur qui est en vous, c'est tout. Une odeur, c'est encore pire, hein, parce que je vous ai parlé des odeurs tout à l'heure, mais en plus, avec l'odeur, il y a plein de checks du cerveau qui ne sont pas faits et ça va direct. Donc, le fauve, tout de suite. C'est très important. On est en train de se dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait ou que l'on fait bien parce que c'est enfoui en nous. La psychologie évolutionniste, elle ne dit pas c'est juste notre corps qui a évolué pour telle et telle chose, c'est aussi notre cerveau. Et ça rejoint finalement un truc que dit très Edgar Morin, qui est très intéressant. C'est que notre culture, c'est notre nature, et notre nature, c'est notre culture. On est... Notre culture est liée à notre nature, et notre nature, c'est 97% du temps des chasseurs-cueilleurs. Ça introduit autre chose encore. Ça introduit une autre idée, c'est que finalement, donc, tout ce côté émotionnel, instinctif, je ne suis pas en train de vous dire que tout est déterminé à l'avance et que tout est inné. Hein. Attention, hein, on peut tout contrebalancer, on va en reparler après, on parlera de quelques critiques après. Mais il y a beaucoup d'importance à donner à l'émotion, à l'instinct, à toute l'intuition. Croyez pas à l'intuition. Ceux qui ne croient pas à l'intuition ont tort. Bon, c'est peut-être un peu trop vindicatif, mais... Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette idée? Il faut faire attention à toutes ces émotions, à toute cette intuition. Il y a une histoire d'un gars, un Américain, qui a été utilisé comme exemple pour aller dans ce discours-là, qui s'appelait Phineas Gage, et c'est un gars... le succès américain, tout va bien, il monte... Enfin, le succès occidental du début du XXe siècle, tout va bien, j'ai ma famille, j'ai mon job, je commence à être manager d'équipe, et lui, son job, c'est de casser des montagnes pour faire les chemins de fer aux États-Unis. Pas de chance, il y a une explosion, il y a une barre de fer qui lui traverse le cerveau. Sauf que, chance, il va bien. Il a un trou, mais il va bien. Donc il est très connu par la communauté scientifique parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que il va bien, mais il ne tient plus aucun bon raisonnement. Enfin, il ne tient que des raisonnements court terme. Tous ces raisonnements semblent bons. Il n'est pas en train de délirer. Tous ces raisonnements semblent bons. Mais aucun de ces raisonnements ne tient sur le moyen et le long terme. Donc c'est un exemple qui est souvent repris par pas mal de gens. Là, c'est Damasio que je cite, je vous donnerai des liens, ceux que ça intéresse. Mais grosso modo, dans la communauté scientifique, ce qui se dit depuis 20-30 ans, c'est qu'il n'y a aucun raisonnement, en fait, c'est les parties émotionnelles qui ont disparu. Il n'y a aucun raisonnement qui tient sans émotion. Dans tous vos raisonnements, il y a de l'émotion. Et moi, je suis en train de vous dire que toutes vos émotions, vos intuitions sont basées sur une accumulation de ce que fait notre espèce de chasseur-cueilleur depuis des millénaires. Donc ça se rejoint. Je suis en train de vous dire, ne délaissez pas de côté l'intuition, ne délaissez pas de côté l'émotion. Et en plus, les scientifiques nous disent, ben ouais, de toute façon, dans tout raisonnement, il y a de l'émotion et il y a de l'intuition. Donc on pourrait aller plus loin. On pourrait jeter des cartes à la poubelle. On ne va pas complètement le jeter. Mais par contre, on va arrêter de faire du cartésianisme la pierre angulaire de tous nos trucs. Ça ne marche pas.
il y a aussi depuis 20-30 ans dans la communauté scientifique des gros mouvements qui disent on arrête avec le rationalisme cartésien, ça ne rime à rien. Il n'y a aucune intuition, il n'y a aucune émotion, ça ne fonctionne pas. Bon, je ne vous parle pas en plus du fait que dans le tout petit ou dans le très grand, le 1 plus 1, il ne marche plus. Ça ne marche pas. Tous vos indicateurs basés sur des chiffres avec des calculs à la noix, ça ne marche pas. Quand vous avez une équipe de 6 personnes, vous en enlevez 2, elle va être moins performante? Non. Des fois, elle est plus performante. Vous avez une équipe de 4, vous ajoutez 2 personnes, elle va être plus performante? Peut-être. Autre chose sur ces questions d'indicateurs chiffrés qui ne tiennent pas la route. Dans une belle conférence de Marc Alevi, je suis désolé, je donne les noms pour ceux que ça intéresse, après je fais la liste si vous voulez. Il souligne un truc important. Vous, quand vous vous êtes mis pour ceux qui se sont mis en couple, vous l'avez fait avec une feuille Excel ou vous l'avez fait à l'émotion? Et quand vous avez choisi votre maison, vous l'avez fait avec une feuille Excel ou vous l'avez fait à l'émotion un peu? Dans votre raisonnement, l'émotion est rentrée en compte dedans ou l'intuition? Et quand vous avez choisi quel allait être votre job, vous l'avez fait avec une feuille Excel ou vous l'avez fait avec un peu d'intuition, un peu d'émotion aussi? Donc, et aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à des kilos et des kilos de managers qui ont leur feuille Excel. Tranquille, 50 personnes, 50 fois 4 fois 0,25, 200 fois 0,25, je vais distribuer 7,25 là, et 8,75 là, et ah ben non, là je vais rajouter 1,25 en plus. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, c'est tout. Ça marche pas parce qu'on n'est pas câblé comme ça, ça marche pas parce que ce sont des faux raisonnements. C'est du cartésianisme poussé à l'extrême, et ça ne tient pas. Ça marche d'autant moins qu'il y a eu un changement dans notre monde depuis quelques dizaines d'années, 20-30 ans je dirais, grosso modo, c'est qu'on est rentré dans un monde complexe. Donc par monde complexe, qu'est-ce que l'on entend par monde complexe? Il y a tellement d'interdépendances, il y a tellement d'interconnexions, il y a tellement de choses qui vont vite. Complexe, c'est con, avec en latin, et plexus, entrelacement. Trop d'entrelacements, trop de choses qui vont vite. Donc, ce que je suis en train d'exprimer quand je dis 4 plus 2, ça sera mieux, peut-être. Donc, ce que je suis en train d'exprimer là, c'est la pensée systémique. Il faut voir le tout. On ne peut pas ramener les choses on ne peut pas ramener une équipe de 7 personnes à 7 individus. On ne peut pas ramener la somme d'un groupe à un ensemble de ses constituants. On ne peut pas, ça ne marche pas. Vous avez une équipe de 7 personnes, je vous le redis, vous en enlevez 2, ça va peut-être aller mieux, ça va peut-être aller moins bien. Des fois ça va aller mieux, des fois ça va aller moins bien. C'est un groupe, c'est un système. On ne peut pas attaquer le système en essayant de gérer ses sous-composants. Ça ne marche pas. Ok? Et on est dans un monde complexe, il faut avoir cette pensée systémique. Que dire de plus? Bon, si on veut résumer un peu plus le complexe, dans cette idée de ce monde complexe dans lequel on vit, et qui correspond finalement très bien, et je vais y revenir, qui correspond très bien, c'est peut-être la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que notre monde complexe correspond très bien, à mon avis, aux difficultés qu'ont pu vivre tous les homo sapiens, que nous sommes à 97%. Donc on est très adapté à ce monde complexe, sauf qu'on a malheureusement pris de très mauvaises habitudes, avec Descartes et toute cette pensée qu'il y a derrière nous. C'était peut-être utile, comme le dit par exemple Dominique Dupagne, c'était peut-être utile, ça a permis de nettoyer... la rationalisation à outrance a peut-être permis de passer certaines étapes. J'y reviendrai. Si je continue à définir le monde complexe, et je vais citer Edgar Morin à nouveau, c'est quoi le monde complexe? C'est peut-être qu'il va y avoir des changements. En fait, non. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on vit tous les jours dans nos projets. Il va y avoir quelque chose de nouveau. De l'imprévu. Deuxième chose dans le monde complexe, c'est la contradiction. Vous avez une équipe de 6, vous en enlevez 2, elle va être meilleure. Peut-être. La fois d'après, non. Les mêmes. Mais Pablo, c'était la même équipe. Ouais, tous les gens qui vous disent, on va stocker le temps que vous avez passé de côté, parce que la prochaine fois que ça arrive, on aura déjà les estimations. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est systémique. On est dans un monde complexe. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est aussi le monde complexe? C'est le désordre. C'est un peu ce côté contradiction impromptue qui amène du désordre. Je ne sais pas si...
qui se dit, c'est qu'on est les seuls animaux qui rêvons avec du désordre, par exemple. Le chat, il rêve qu'il mange la souris. Nous, on rêve des trucs bizarres. Nous, il y a du désordre, il y a du bordel. C'est vraiment une de nos caractéristiques. Et là, je vous parle beaucoup des Homo sapiens, on pourrait presque parler carrément de l'évolution. Finalement, l'évolution, c'est que quand il y a du désordre que ça avance. On est tous le fruit d'anomalies, normalement. C'est parce qu'il y a eu des anomalies que ça a changé. Okay, et l'innovation dans vos projets, c'est parce qu'il y a du désordre, des fois. Il faut cette complexité, il faut ce désordre pour qu'il y ait l'innovation. Bon, la nature, elle a son temps. Hein. Attention, la nature, elle prend son temps, donc elle a le droit d'avoir des anomalies de temps en temps et changer les choses. Nous, dans nos projets, on n'a pas le temps. Donc, il faut savoir que tout ce qui est innovation, ça va à l'encontre de la productivité. Donc, vos décideurs, ils doivent faire attention. Ou c'est l'un ou c'est l'autre, mais ce n'est pas les deux. Hein. Donc, il faut savoir où on investit du temps. Bon. J'en profite, je fais une petite parenthèse, puisqu'on parle quand même beaucoup des Homo sapiens, sur une petite théorie que j'aime beaucoup. Là, c'est la fin de toute crédibilité. Je vous fais une petite parenthèse, mais j'aime beaucoup cette histoire. Donc, dans le côté désordre, il y a un gars qui s'appelle Terence McKenna, qui est assez connu pour avoir proposé une théorie. Moi, je vous dis, il y a eu un grand changement au moment de la sédentarisation, à moins 14 000 avant Jimmy Page, et nous, on est 97% des chasseurs-cueilleurs avant. Et après, on est des sédentaires, ça change beaucoup de choses. Et il dit, ben ouais, mais en fait, tout ce qui et tout, en fait, c'est parce que à 4 millions d'années, au moment de l'Australopithèque, il y a eu un changement climatique, donc on a tous été obligés d'aller dans la savane. Vous connaissez l'histoire, on a tous été obligés d'aller dans la savane. Donc du coup, pour la savane, on s'est mis debout, donc du coup, ça a dégagé le cerveau, potentiellement, la main. Ok, il y en a qui disent les poumons, ben, justement pour courir en endurance dans la savane. Et lui, il dit, ouais, mais en fait, ça a changé la diète. Parce que dans la savane, il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas à côté, et notamment des champignons hallucinogènes. Je ferme la parenthèse, je perds ma crédibilité, mais c'est en mangeant des champignons hallucinogènes que les gars ont commencé, les singes, les hominidés, les Homo habilis, les Homo erectus, ont commencé à faire blablabla, et le langage est venu. Bon, ça c'était une parenthèse, hein. Non mais... Et on ne sait jamais, hein. Là, en fait, c'était pas une pomme dans le jardin d'Adam. Bon, je continue, mais ce désordre, il est important. N'ayez pas peur du désordre dans vos projets, ok? Il ne faut pas que ce soit le bordel, hein? Différence entre désordre et bordel, ok? Donc, j'essaye de résumer ce que j'essaye de dire, c'est on est des chasseurs-cueilleurs. On fonctionne comme ça, c'est notre nature, et notre nature induit notre culture. Et on fonctionne bien avec des pictogrammes, et on fonctionne bien avec tel type de groupe. Et on fonctionne bien en groupe, endurant, combinatoire. Et on fonctionne bien avec du storytelling. Et on fonctionne bien avec des jeux pour l'apprentissage. Okay, et on est dans un environnement aujourd'hui complexe qui va bien avec cette façon d'agir. La pensée systémique, on arrête, on laisse derrière nous des cartes. C'était bien, ça a nettoyé les écuries d'Augias, mais maintenant c'est fini. Ok ? Alors après, j'entends des critiques qui sont tout à fait recevables. Pablo, t'es bien gentil, mais tes Homo sapiens, c'était pas là où le mec il tuait tous les autres mâles de la bande et il violait toutes les filles et il mangeait les enfants. Tes Homo sapiens, c'était bien gentil, mais ah ouais, d'accord, ok, mais c'est de là que vient notre désir fort de hiérarchie, de compétition, okay, du chef, le culte du chef, la hiérarchie. Alors, deux choses là-dessus. La première chose, c'est d'accord ou pas d'accord, ben oui, moi je suis en train de vous dire, on est ça. En tout cas, on est des Homo sapiens, on est des chasseurs-cueilleurs, donc il faut les regarder tels qu'ils ont été, il faut le savoir. Donc, si on estime que ça c'est mal et qu'on veut aller à un autre endroit, ça va demander beaucoup plus d'efforts que si c'est des choses que l'on avait l'habitude de faire. Vous voyez un peu ce que ça pourrait nous permettre de quantifier l'effort que l'on a à faire. Si vous pensez que la hiérarchie et la domination, c'est quelque chose de très ancré dans l'Homo sapiens, on se le dit, et il va falloir beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'attention, de warning, pour aller au-delà. Deuxième chose, c'est... D'accord, je l'entends, mais c'est peut-être faux, en fait. Et depuis 20-30 ans, il y a pas mal
d'anthropologues qui sont en train de nous dire non, 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 non. La domination, la hiérarchie forte, ça date justement de la sédentarisation. Ça date d'il y a moins 14 000, pas avant. Donc 97% du temps, on est en train de penser qu'on était des groupes égalitaires très forts. Égalité entre l'homme et la femme, oui, on a régressé. Égalitaire très fort et coopératif. Donc, ok, il faut voir ce que l'on est, et donc on mesurera l'effort à faire, mais ne vous précipitez pas sur le côté domination-hiérarchie. C'est vrai depuis qu'il y a eu un problème de territorialité de ressources. Ce que l'on observe à peu près dans tout le règne animal. Hein. Dès qu'il y a des questions de territorialité de ressources, hiérarchie-domination. D'accord ? La deuxième chose, c'est autre critique que je vais entendre. Et bon, t'es bien. En plus, là, je vous ai parlé des champignons hallucinogènes, alors c'est mort. Mais t'es bien gentil, Pablo. T'es bien gentil, Pablo, mais. Oh non, non, c'est bien ton discours sur les hommes préhistoriques, Pablo. Non, mais nous, on est une boîte moderne. Non, mais c'est bien. Et nous, on est une boîte moderne, mais c'est bien. Ok, d'accord. Ok, faites attention de ne pas les regarder de trop haut, ces Homo sapiens, parce que ils avaient des organisations très complexes, largement aussi complexes que nos structures aujourd'hui. Ils étaient moins cons que nous, parce que, comme je viens de le dire, ils étaient beaucoup plus égalitaires, ne serait-ce qu'entre hommes et femmes. Deuxièmement, ils bossaient que 6h30 par jour en moyenne, contre 8h30 pour nous. Pas con. Ils n'avaient pas de problème de santé. Ah, ils vivaient moins que nous. Mais ils n'avaient pas de problème de dents, par exemple, etc. Enfin, je ne vais pas non plus dresser un cadre idyllique, mais il est beaucoup plus correct que ce que vous imaginez, mis à part la durée de vie. D'accord ? Donc déjà, on ne le regarde pas comme ça. Deuxièmement, on connaît tous de nom Lévi-Strauss, c'est le message de Lévi-Strauss, le bon sauvage. Non, non, nos Homo sapiens, voilà, c'est des gens à prendre en considération. Ils ne sont pas moins cons que nous. Ou on pourrait dire Henri Laborie. En fait, c'est rigolo, je suis en train de citer plein de biologistes, en fait. Vous avez vu, Lévi-Strauss, Edgar Morin, il a fait de la biologie, Marc Alévi, que je vous ai cité sur l'intuition, Henri Laborie. C'est normal que je vous cite tout ça. Je vous rappelle que le truc de base que j'essaie de montrer, c'est que notre culture vient de notre nature. Et notre nature est aussi dirigée par notre culture. Donc, Henri Laborie, il dit... ouais, mais si on avait un Homo sapiens là, ça serait un polytechnicien par rapport à nous. Il est obligé de tout savoir faire. Donc, ok, le bon sauvage, l'homme préhistorique, mais on ne le prend pas trop de haut non plus, s'il vous plaît. Enfin, faites-en ce que vous voulez. Pour finir, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 13 minutes. Oh, impeccable. Je vais peut-être avoir le temps de m'accorder. Pour finir, pour essayer d'ouvrir un peu sur autre chose. Donc toujours dans cette critique de « ouais mais Pablo, tu regardes derrière, tu ne regardes pas devant ». J'ai continué mes lectures et je suis tombé sur quelque chose qui me va assez bien, qui fait un peu New Age, mais bon, après les champignons, il y a tout qui passe, qui s'appelle la spirale dynamique. Il y en a qui connaissent la spirale dynamique ? Ouais, de temps en temps. Les enfoirés là-haut, d'accord. Ok, la spirale dynamique, c'est un truc d'un biologiste, encore, Claire Graves, qui démarre dans les années 50-60, et il est en train d'observer ses étudiants, et il essaie de regarder le niveau de maturité, je ne sais pas comment exprimer ça, mais grosso modo, le niveau de maturité de ses étudiants et d'une civilisation, si vous voulez. Et au début, il fait plein, bon, ils disent tous qu'ils ont fait plein de statistiques, mais ça fait New Age quand on le lit, mais c'est assez sympa. Ça fait New Age fumette, vous allez voir, spirale dynamique, avec des niveaux de maturité de civilisation, donc mais en fait, à lire, ça paraît beaucoup plus sérieux que la gueule que ça a de l'extérieur, et c'est assez intéressant. Donc je vous le recommande. Le problème du New Age, c'est le packaging, mais derrière, il y a peut-être plein de bonnes idées. Donc en tout cas, dans cette spirale dynamique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Au début, il a l'impression de redécouvrir Maslow, pas de redécouvrir, mais de confirmer Maslow. Et puis finalement, dans son modèle, il va rajouter des niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse dans son modèle, c'est qu'il dit, on a une nature qui nous amène à une culture. Cette culture a des pratiques. Les pratiques font évoluer notre nature, qui fait évoluer notre culture, qui nous amène à des pratiques, qui font évoluer notre nature, qui fait évoluer notre culture, etc. Donc, mais ce qu'il dit aussi, c'est que si on évolue comme ça dans la spirale, il y a tout le fond qui est toujours là. Et ce qui m'intéresse aussi dans son modèle, je vais vous le décrire un peu plus vite rapidement, il me reste 5-10 minutes,
c'est que finalement, il a souvent des hordes, mais qui évoluent. Et il a une horde de bas niveau, que je vais vous décrire, et finalement, il a une horde assez moderne, et c'est là-dedans que je me retrouve quand je parle de ma horde agile. On a tout ce qui est derrière nous, et on va voir vers quoi il nous ouvre. Donc son premier niveau, je vous dis, ça ressemble à Maslow. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow? Bon, premier niveau, c'est la survie, hein, c'est la survie comme dans Maslow. C'est une personne, on est là, tout ce qu'on veut, c'est survivre, on se bat pour survivre. Le SDF dans la rue, si vous voulez. Le mec, tout ce qui compte pour lui, c'est les instincts primaires. Okay, puis au bout d'un moment, il en a marre, il monte un niveau de civilisation, on va dire, dans la spirale dynamique. Il en a marre, il va être protégé par le groupe. Donc là, on tombe dans une horde un peu animiste, tribale, ce que vous voulez, où ok, je m'intègre dans le groupe, mais du coup, je subis la loi du groupe. C'est le moment où on va tuer tous les hommes qui ont 30 ans parce que je ne sais pas quoi. Ou, enfin, il y a des croyances, et puis il y a un niveau supplémentaire où on se plie à tout ça parce qu'on est protégé par le groupe. C'est le groupe qui compte, c'est plus nous. Il y a un effacement de l'individu. Puis au bout d'un moment, on en a marre d'être effacé, surtout... les mecs costauds et tout, ils en ont marre. Mais pourquoi moi j'ai les mêmes lois que Stéphane là, attendez, c'est pas normal. Donc hop, moi je passe un cran de plus, il y a des couleurs associées et tout, donc je passe niveau rouge, et là c'est l'affirmation un peu du physique, par la force physique. Donc là, c'est les hordes de vikings, si vous voulez, les Hells Angels, ce que vous voulez, c'est les exemples qui sont donnés dans le... D'accord? On connaît tous ça, vous connaissez tous le gros costaud qui roule ses biscottos parce qu'il en a marre d'être asservi par l'idée du groupe qui est derrière lui. Puis il y a un autre niveau de civilisation qui arrive, qui est de dire t'es bien gentil, toi, avec ta force, avec ton côté, tu nous casses la gueule si on n'est pas content, mais on en a marre justement de ça. Nous, la lutte physique et tout, hein, on veut des règles, on veut des lois, ok? Donc tout d'un coup arrive le niveau bleu, ou imposition de plein de lois, plein de structures, plein de processus pour calmer tous les mecs avec la tête folle, tous les guerriers. Hein. Donc le niveau bleu, c'est ce qu'il y a dans la grande majorité des boîtes que l'on croise. L'application du processus, bam, bête et méchant, dont on a besoin pour se protéger des individualités qui font tout péter. Ou du Vatican, ou de l'Union soviétique pendant certaines années. D'accord ? Ou de l'Inquisition, etc. Le niveau bleu, vous le voyez, les boîtes avec le niveau bleu. Le processus pour le processus. Puis au bout d'un moment, on en a marre de ça. Ça va, le processus, je le maîtrise. Le processus, je le maîtrise, je le connais. Je peux quand même m'en extraire, je suis pas con, moi. Il y en a qui ont lu Tribal Leadership. Vous êtes peu à avoir lu tout ça. C'est un truc super connu en agile, lisez-le. Hein. C'est important à lire. Bon, c'est un bouquin qui dit la même chose, c'est pour ça que je voulais faire un parallèle, mais comme il y en a peu qui connaissent, je passe. Le niveau suivant, c'est j'en ai marre de cette structure bleue qui m'oblige. Tous ceux qui bossent dans des boîtes bleues, vous en avez marre des processus kafkaïens. Hein, et vous dites, ouais, mais moi je sais m'en sortir, etc. C'est de nouveau l'affirmation de soi. On est au niveau orange. Mais le problème, c'est qu'avec cette affirmation de soi, ce que nous dit la spirale dynamique, c'est que on rationalise à mort et il y a un désenchantement. C'est juste la logique pure. C'est Wall Street. Et puis il y a le niveau d'après qui dit, ben justement, j'en ai marre de ce désenchantement, de cette rationalisation, je veux me retrouver dans un groupe, mais dans un groupe avec des valeurs. C'est le niveau vert. Et moi j'aime bien donc toute cette spirale dynamique, il en reste 2 des niveaux, mais je passe vite, parce que pour moi, c'est ce que je vois autour. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés, je vous encourage à aller lire ce genre de choses. Ouais, je rencontre des boîtes bleues avec des processus à outrance pour limiter les guerriers et pour avoir certaines garanties, mais qui étouffent complètement tout le monde, et qui n'ont plus de sens, puisqu'ils sont complètement cartésiens, et ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, et la spirale dynamique nous dit, ben, de toute façon, pour passer de bleu à vert, vert c'est le truc que l'on cherche, le coopératif, le groupe, le partage, les bonnes valeurs, ok, c'est bisounours peut-être, d'accord, c'est ce que l'on cherche. Pour passer à vert, il faut passer par orange. Donc moi, les boîtes bleues, ouais, mais de toute façon, ça va être dur, il va falloir passer par orange. Ok? Je vous ai perdu. Bon. Je vous ai perdu. Comme il me reste 5 minutes. Non, j'ai pas le temps. Merci. Donc intéressez-vous à ce modèle. Ce modèle, ce qu'il nous dit, c'est que notre nature
notre culture est liée à notre nature et qu'on évolue régulièrement. Et ce qui nous dit notre modèle, c'est qu'on a eu une grosse période cartésienne qui était là pour nettoyer une période sauvage. Oui, on l'a vécu. Et après, il y a une affirmation de soi. C'est les années que l'on vit actuellement. Wall Street, c'est typiquement du orange. Affirmation de l'individu sans aucune idée ni valeur derrière, du rationalisme à outrance. Ok. Et là, on est en train de le passer. Et c'est bien. Moi, je trouve qu'on est dans une bonne période parce qu'on est en train de basculer globalement du orange au vert, qui est le mode coopératif, où on récupère des valeurs. Et ça me va d'autant mieux qu'on se rapproche beaucoup plus de ce que l'on est, des chasseurs-cueilleurs, qui avons vécu pendant 97% de notre histoire là-dedans. Et cette histoire, elle s'est accumulée. Il n'y a pas le passé et le futur. C'est une accumulation. D'accord ? Et donc, ça me va très bien. Et la crise que l'on vit actuellement, c'est juste ce passage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on rentre dans une période où, pour réussir, c'est ça qui est bien aussi. Hein, là, moi, je me régale avec mes clients. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous voulez être plus performant ? Il va falloir de la coopération. Vous voulez être plus performant ? Il va falloir du systémique, c'est-à-dire vous laissez les équipes s'arranger entre elles. Vous voulez être performant ? Il va falloir du management visuel. Vous voulez être performant ? Il va falloir des petits groupes de 7 et des départements de 50. Ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Ah, ben, pour vous, tranquille. Non, mais fonctionnez avec des feuilles Excel et 250 en râteau, il n'y a pas de souci. Mais vous ne serez pas performant. Et la période, là, aujourd'hui, c'est le niveau vert, coopératif, chasseur-cueilleur, performant, ouvert, systémique, etc. Bon, j'arrête là. Merci. Je n'ai pas accordé.